Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? Eh bah pas grand chose en ce moment, d'habitude dans ce format de vidéo, j'en profite pour vous montrer ce qu'il y a d'intéressant à farmer. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer pourquoi c'est pas la période la plus intéressante pour farmer et pourquoi ça ressemble à un début de bear market. En tout cas, ça me fait un peu penser à début, voire mi-2022, après le crash de Terra Luna, parce qu'à ce moment-là, il y avait une perte d'intérêt vers la DeFi et du coup, ça a eu certaines conséquences, on va dire, et on va y revenir. En tout cas, j'ai aussi fait un post sur Twitter. Je vais pas aborder exactement les mêmes thématiques dans la vidéo et dans le post, donc si vous avez envie de le lire après, n'hésitez pas, c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est mal vu de le dire parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais bon, pour une fois, j'ai pas shitposté ou quoi, j'ai vraiment fait un truc assez carré, je suis assez fier de ce tweet, donc je vous le mettrai dans la description si vous avez le temps d'aller le lire. En tout cas, il y a un peu le même message de fond, de montrer qu'on idéalise peut-être un peu trop le marché crypto, qu'on a tendance à pas voir certains mauvais côtés, et surtout, à trop se bercer d'illusions, et parfois à pas se rendre compte quand le marché change de polarité. Vite fait, une petite parenthèse, je sais que ça a baissé là sur Bitcoin à l'instant, je voulais faire cette vidéo avant qu'il y ait une baisse sur Bitcoin. Là on a eu quoi, moins 3% de baisse sur la journée, avant que je fasse cette vidéo on était quasiment à l'équilibre sur la journée, mais bon, si on va par là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est plutôt sur une pente baissière, donc vous avez bien évidemment le droit de penser que ça y est, AZK s'est fait lessiver par le marché, il est devenu bearish, c'est peut-être le meilleur moment pour s'exposer, j'en sais rien, mais en tout cas sachez quand même un truc, c'est que ces phases de bear market, c'est pas les plus longues, en tout cas rétrospectivement ça n'a pas été les plus longues, donc on est peut-être pas si loin de la fin, mais bon, c'est compliqué à dire. Est-ce qu'on n'est pas sur un nouveau cycle? Il y a vraiment trop d'éléments qui rentrent en compte en dehors du marché crypto. En tout cas, je voulais montrer les conséquences qu'il y a quand on a des phases de grande incertitude, on pourrait dire, sur le marché crypto, de désillusion même, je dirais. Donc déjà, sur les protocoles de prêt et d'emprunt, les rendements sont très faibles sur les stablecoins. Alors les rendements et aussi les taux d'emprunt, c'est surtout les taux d'emprunt qui m'intéressent à vrai dire sur AAV et sur Compound. D'ailleurs sur Compound, c'est assez bien foutu, si on va dans Markets, on peut voir les taux d'emprunt sur toutes les blockchains. Alors des fois, il y a des taux d'emprunt qui sont pas corrects parce qu'il y a des intérêts bonus. L'USDT sur Ethereum par exemple, si je vais dessus, il me mettait 3% à emprunter, mais à tous les coups il y a des intérêts bonus. Ouais voilà, de base ça coûte 4% à emprunter, mais comme on est payé à 1% dans le token du protocole, ils considèrent que c'est 3%, enfin même 4%, c'est pas des rendements hyper élevés pour emprunter des stablecoins. En général des intérêts de bear market, c'est quand un stablecoin ça coûte 2-3% à emprunter, 3% je pense que c'est une bonne moyenne. Donc là, on s'y rapproche franchement. Il y a AAV sur la blockchain Scroll où on a l'USDC qui s'emprunte à 3% et quelques, mais c'est un cas à part, la blockchain Scroll, parce que comme il y a beaucoup de gens qui farment l'airdrop et que déposer des liquidités sur AAV, ça permet de générer des points, je pense qu'il y a, entre guillemets, un surplus d'USDC sur la version Scroll, et du coup c'est pour ça que le rendement est plus bas, l'USDC est plus bas à emprunter. Peut-être que c'est pas ça, mais j'ai quand même l'impression. Base c'est combien? Base on est autour de 5-6%. Bon, l'USD bridgé, il est de moins en moins utilisé, donc je me fie surtout à l'USDC natif, on va dire. Arbitrum, je crois qu'on est aussi sur du 5-6%, même un petit peu plus. Du côté d'AV, on est plutôt autour de 6%. Par contre, du côté de Compound, vous pouvez aller vérifier de votre côté, on est plus sur du 3 à 5%. Ça va dépendre des blockchains, mais ouais, il y a certaines blockchains où ça descend à 3%, notamment Arbitrum, je crois qu'il y a une pool qui descend à 3%. Il y a un autre protocole que je regarde aussi, alors il y a un biais parce qu'il est que sur Optimism et sur Base, mais on a quand même encore pas mal de hype sur Base, et en gros, Extra Finance, c'est un protocole pour moi qui montre le niveau de dégénérie des farmers, et en gros, plus les USDC sont chers à emprunter dessus, enfin plus ils rapportent plutôt, parce que là c'est ce que ça rapporte à ceux qui les déposent, donc plus les USDC rapportent sur ce protocole, et en général, plus ça veut dire que le marché est dégène, et le taux sur les USDC, il était resté très longtemps à plus de 20%, et là ça commence à faire plusieurs semaines, peut-être même 1 ou 2 mois, où l'USDC il a moins de 10%, mais strictement à moins de 10%, ouais, il y a peut-être des journées où ça passe vite fait au-dessus de 10%, comme sur l'USDC Bridge actuellement, mais tout à l'heure quand j'étais voir il était en dessous. Par contre, il y a quand même une inconnue un peu particulière pour moi, c'est l'USD+, je sais pas s'il y a des farms hyper intéressantes dessus, mais il est à plus de 10%, avant il était même à plus de 20% pendant plusieurs mois.
donc je sais pas pourquoi l'USD Plus coûte aussi cher à emprunter. En tout cas, Extra Finance pour moi c'est le côté un peu dégène de la force, et c'est normal d'avoir des taux d'emprunt plus élevés que sur AAV ou sur Compound, parce que là ça sert à faire du farming avec levier, donc forcément s'il y a un effet de levier, ça va plus ou moins se répercuter sur le taux d'emprunt et du coup sur les APY des gens qui déposent des liquidités. En tout cas sur Optimism c'est plus ou moins le même constat. On a cette pool là éventuellement si on compte les incentives qui est à plus de 10%, mais c'est léger et en général ça reste plus autour de 8-9% maximum. J'ai l'impression que là c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Enfin voilà, le côté des gènes me montre aussi que c'est pas au max. Après peut-être que ça se passe sur d'autres écosystèmes. J'ai pas la sensation, c'est pas les écosystèmes les plus pertinents, mais du côté d'Aptos et du côté de Sui, pendant plusieurs mois, j'ai documenté ça sur la chaîne, hein. Il y avait des rendements de fou furieux à venir chercher sur des protocoles de prêt et d'emprunt. Ben là, c'est plus la même mélodie, quoi. On est en dessous de 10%. En comptant les intérêts bonus. Je crois qu'il y a un petit protocole ou deux petits protocoles sur Aptos, Mesofinance et Superposition. C'est des protocoles de prêt d'emprunt qui sont beaucoup plus petits, hein. C'est les deux plus petits de la blockchain, mais il y a quand même des intérêts bonus en Aptos. Je crois que ça passe légèrement au-dessus de 10% dessus, mais sinon sur tous les autres gros protocoles, donc on a Aptin, on a Echelon, on a Aries, ça fait des semaines que sur Aptos, les rendements ils sont à moins de 10%. Alors c'est aussi expliqué parce que le token Aptos a pris un peu cher, son prix a pas mal baissé, donc forcément si on est payé dans le token Aptos, ça baisse les rendements, mais il pourrait peut-être dans ce cas-là essayer de distribuer plus, ou alors de réduire les pools de liquidité sur lesquels il distribue, et du coup d'avoir des meilleurs rendements sur un actif en particulier. Enfin, je pense que le marché commence à se dire, bon, 8% d'intérêt sur l'USDC, c'est ok sur Aptos, donc je reste dessus. Surtout que il y a les promesses d'airdrop par-dessus, donc peut-être qu'il y a des gens qui restent aussi pour ça, même si je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant à farmer sur un protocole de prêt et d'emprunt. En tout cas pour Aptos, c'est pas la folie. Et du côté de Sui, c'est pareil. Il n'y a pas très longtemps, début août, on a eu une petite hype sur Sui. Du coup, comme le token Sui avait bien performé, ça a eu des répercussions sur la DeFi, hein. Les rendements ont augmenté, mais ça s'est vite tassé. Là, on est encore en dessous de 10% ou proche de 10% sur les protocoles de prêt d'emprunt sur Sui. Là, j'ai choisi Suilend pour la vidéo. C'est probablement celui qui a le meilleur rendement sur le token Sui. Pas sûr à 100%, faudrait tous les comparer en direct, mais bon, de toute façon, c'est volatile. En tout cas, ça donne une idée. On a des rendements qui sont faibles sur Sui et sur Aptos, alors que pendant plusieurs mois, ils avaient aucun problème à distribuer des incentives de fou furieux et qu'on ait des 20% d'intérêt juste pour déposer des liquidités sur ce genre de protocole. Mais même en dehors d'Aptos, en dehors de Sui, en dehors d'écosystèmes précis, quand on regarde la TVL de la DeFi au global, c'est plutôt en baisse. Alors, il y a quand même beaucoup d'Ethereum de déposer, beaucoup de crypto volatiles, certes, il y a quand même aussi beaucoup de stablecoins. Donc pour moi, c'est normal que ça baisse parce qu'il y a des cryptos volatiles et le marché est baissier. J'avais un petit peu trop d'espoir, je pense. Dans ma tête, on était reparti pour refaire des nouveaux ATH sur la TVL, sur la DeFi. Finalement, ça s'est pas fait. Et je trouve quand même que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait en 2022. Je veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure. Et en plus, en 2022, on a eu de sacrés accélérateurs de dump, on va dire, hein. Terra Luna, Celsius, FTX et compagnie. Enfin, FTX a plus marqué la fin, je trouve, c'était un peu le boss final. Ensuite c'est un petit peu reparti parce que comme c'était un exchange justement, il y a plus ou moins eu un regain d'intérêt pour la finance décentralisée, pas nécessairement pour aller faire des carabistouilles sur des protocoles, mais pour sortir ses fonds des exchanges. Donc ça va pas forcément se voir sur ce graphique, mais après le crash de FTX, il y a beaucoup plus de bitcoins qui sont allés en dehors des exchanges, même des Ethers. Par contre sur des protocoles DeFi, pas nécessairement. Et en parlant de protocole DeFi, il y a aussi un phénomène qui s'est passé en 2024, c'est pas l'avènement parce que ça existait déjà en 2023, mais la popularisation des systèmes à points. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur ça, sur la chaîne principale, pour vraiment parler sérieusement de ces systèmes à points et de comment ils ont impacté négativement la DeFi. En tout cas, ces systèmes à points, on va beaucoup les retrouver sur des protocoles de lending et aussi sur des protocoles de restaking, et c'est ça qui m'intéresse, les protocoles de restaking. Globalement, c'est des protocoles pour l'instant qui servent à rien, on va être honnête, ça sert juste à farmer des points,
parce que tout est sur testnet. Oui, ça va servir à sécuriser des réseaux, machin truc, mais pour l'instant, ben y a rien de concret encore. Tout est en plein développement et on peut entre guillemets parier sur l'avenir de ces protocoles en déposant des liquidités et en farmant des points. Le truc, c'est que sur DeFi Llama, il y a 10 protocoles qui sont tagués comme étant des protocoles de restaking, et à eux 10, ils ont 14 milliards de TVL. Donc c'est pas la catégorie sur laquelle il y a le plus d'argent de déposer, hein. La première catégorie c'est le liquid staking, ensuite on a le lending, on a les bridges étonnamment en troisième, je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts, ensuite on a les DEX, et le restaking. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le ratio. Il y a 185 protocoles de liquid staking, 444 de lending, 90 bridge, 1424 DEX, c'est évidemment seulement ceux qui sont traqués par DeFi Llama, mais ça donne quand même une bonne idée. Le restaking, il n'y a que 10 protocoles, c'est ridicule. On a aussi d'ailleurs le liquid restaking en dessous, qui est beaucoup autour des points aussi, il n'y a que 25 protocoles, et ils sont à 10 milliards de TVL. Mais en termes de ratio, c'est vraiment le restaking qui explose tout, puisqu'en moyenne, un protocole de restaking a plus d'1 milliard de TVL. C'est le type de protocole qui a la plus grosse moyenne. Et pour moi, ça montre quand même que là, on arrive sur un point stagnant de la DeFi. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, ou alors c'est de l'innovation qui arrivera plus tard, et il n'y a pas non plus de grosse créativité autour des modèles économiques, on va dire, sur la DeFi. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés sur 2024. Un autre truc qui montre aussi que la DeFi sous-performe, c'est Ethereum. Je pense que c'est un petit peu l'indicateur parfait de la DeFi. Je veux pas devenir hyper pessimiste sur Ethereum, j'en ai encore dans mon portefeuille, mais c'est vrai que si on fait un DCA sur un an, j'avais passé dans le dernier DeFi Actu, Ethereum, il est en sous-performance, contrairement à BTC ou à Solana, et ce qui me fait le plus peur, moi, c'est ce graphique-là. Il est peut-être anecdotique, mais c'est Ethereum contre Bitcoin Cash, et 2024 est pas encore terminé, mais pour l'instant, ça fait 2 ans que Bitcoin Cash surperforme Ethereum. Quand on fait une bougie rouge, c'est que Bitcoin Cash surperforme. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que l'année 2023, elle a un petit peu ravalé toute l'année 2022. Toute la hausse qu'il y a eu d'Ethereum face à Bitcoin Cash, elle a déjà été supprimée en fait depuis 2022. Donc où est-ce que je veux en venir en disant ça? C'est que Bitcoin Cash a mieux digéré entre guillemets son bear market qu'Ethereum, et ça je trouve que c'est assez fou. Il y a plein de choses qui pourraient expliquer pourquoi Ethereum performe aussi mal sur ce cycle. Ça pourrait être un sujet de vidéo à part entière, je sais pas si je ferai une vidéo sur le sujet, mais en tout cas j'ai plus ou moins abordé ça dans le post sur Twitter, donc c'est ici, si ça vous intéresse, je vous laisserai le lire, ou vous pouvez mettre pause là à l'écran pour regarder un petit peu ce que je raconte. Pour terminer cette vidéo, je voulais illustrer un petit peu le fait que du côté des airdrops, on stagne vraiment et il n'y a pas grand chose de nouveau. On a toujours des systèmes à points avec des affiliations, des trucs comme ça, des bonus dans tous les sens. Et je voulais faire une vidéo sur le sujet, je sais pas si je la ferai, mais il y a un layer 2 qui n'est pas encore lancé, qui s'appelle Corn, qui a un système à points et qui a un site. Je pense qu'ils ont fait appel aux mêmes développeurs que ceux qui ont fait le site de Blast. Donc il y a vraiment rien d'innovant là-dedans. La seule petite particularité de Corn, c'est qu'ils vont mettre Bitcoin entre guillemets au centre de leur écosystème, mais ils vont même pas faire de bridge directement entre leur blockchain et Bitcoin, hein. Ça va être du Bitcoin wrappé qui va être bridgé depuis Ethereum vers chez eux. Donc certes, on pourra payer ses frais en BTC, mais il n'y a pas de bridge direct avec la blockchain Bitcoin, donc je vois pas trop l'intérêt de faire un layer 2 comme ça. Bref, Corn pour moi c'est un peu l'archétype des airdrops en 2024, c'est on dépose des liquidités, on a des promesses d'airdrop, de choses superbes, et il y a de grandes chances qu'on soit déçu au final. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, ce sera peut-être un peu brouillon, mais je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, si vous avez des choses à dire, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à débattre un petit peu, ça peut être intéressant. Et sur ce, je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!